Bonjour, bienvenue dans l'Unique en Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la gamification, donc on va revenir un peu aux fondamentaux. Alors, avec moi autour de la table, j'ai Benoît. Benoît, tu es tombé dans le jeu grâce à Contrario. Oui, Tu m'as appris à jouer petit jeu d'expression tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion d'en faire une petite manche en fin d'émission. carrément. Jérôme, donc Benoît et Hélène, qu'on ne présente plus mais on présente quand même. Jérôme Le Gripages, alors toi, tu as organisé un véritable jeu de piste pour faire ta demande en mariage. Je crois qu'il était temps de mentionner ce fun fact. Ah oui, c'est vrai. Là, techniquement, je me permets toujours. Bien C'était sûr. pour le. Oui. Oui, oui, c'était Oui, une c'était demande en pour ça. mariage. C'était. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour les fiançailles. C'est une demande de fiançailles. Ah, c'est beau. C'est beau. Et 7 ans plus tard, D'accord. une demande en mariage. Qui était aussi autour du jeu de rôle ou jeu de piste. C'était très, très gamifié. C'était autour de la mythologie normande médiévale. Ça a Du l'air. faire-part au menu en passant par les activités. Me faire un live où en fait tu nous racontes. On va quand même. Parce que toi, c'est pas mal aussi. C'était tes parents qui gamifiaient tes anniversaires en faisant des jeux de rôle incroyables où tu te faisais enlever avec tes copains dans des 4x4. Tout à fait. On était donc. Bien On sûr. était, je suis toujours trois frères et sœurs. Et pour nos 10 ans respectifs, on avait un jeu de rôle donc, qui était organisé. On ne connaissait ni la date ni le lieu, mais on savait que ça arriverait entre la date de notre anniversaire à plus ou moins quelques semaines. Et donc Damien Leroy, que je n'ai pas cité, mais on est ravis de te retrouver pour la nouvelle année. Damien, bonne Ouais. année. Bonjour, très bonne année également. Et Arthur et Lucie en régie. Et Nicolas aussi. Nicolas en dans coulisses, le notre, back-office. game designer. Et puis, on est toujours sous la présidence aimable et dynamique de Je Florine ne sais pas comment le prendre, mais oui. Le Marchand, qui Bonjour, présidente. a pris des résolutions parfaitement originales en 2025, Ah ouais, à savoir lire davantage. voilà. C'est C'est merveilleux. déjà pas mal. Non, c'est Et très sauver bien. le monde. Mais Oh. pas grave. Et là, on pourrait peut-être s'organiser, parce que moi, j'ai une résolution permanente, un peu comme l'ONU, une résolution permanente qui est de le dominer. Donc, D'accord, certainement, il y a un truc à faire. il y a un truc on à faire, peut- il y a une histoire de chronologie, certainement, C'est voir ça. qui commence et qui succède à l'autre. Très bien. Alors, sur ces bonnes paroles, on se retrouve pour une émission autour de la gamification. Donc, évidemment, thème de ludopédagogie s'il en est. On aura la traditionnelle chronique Ticket to Teach. On aura aussi une chronique L'œil de Benoît sur comment jouer pour apprendre le graphisme. Donc, tu nous as un petit peu teasé en coulisses en nous disant que les gens du service n'allaient pas travailler cet après-midi après avoir découvert tes jeux. C'est vrai. On a hâte, Désolé, monsieur le directeur. on a hâte d'entendre ça. Ça sera encore une journée de perdu, que voulez-vous? Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, vos remarques en coulisses. On sait aussi que c'est une thématique qui suscite toujours pas mal de réflexions. Donc on commence par la chronique Ticket to Teach de Jérôme. Très bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet qui suscite chez nos collègues enseignants autant d'enthousiasme que de scepticisme, à savoir la gamification. Pourquoi ces mécaniques issues du jeu captivent-elles autant en pédagogie? Peut-on vraiment compter sur elles pour motiver durablement les apprenants ou risque-t-elle de les détourner des objectifs d'apprentissage? Jusqu'où peut-on aller pour gamifier sans perdre de vue l'essentiel, ou sans perdre son âme d'ailleurs? En somme, comment rester joueur sans jouer avec le feu? Quand passe-t-on de l'éducation au conditionnement canin? Ou pavlovien. Alors pour bien comprendre, revenons d'abord à la définition. La gamification consiste à intégrer des mécanismes de jeu dans des contextes non ludiques, comme l'éducation, le commerce, le management. Emmanuel Savignac, dans son ouvrage Apprendre avec le jeu numérique, explique que cette approche repose sur 3 grands ressorts: le besoin de progression, le besoin d'autonomie et le besoin de lien social. Offrir des objectifs clairs, visibles et atteignables stimule le sentiment d'accomplissement. C'est cette réalisation du circuit de la récompense qui se fait dans notre cerveau. Permettre aux apprenants de choisir leur parcours renforce leur implication, tandis que les dynamiques collaboratives ou compétitives ajoutent aussi une dimension collective à l'effort individuel. Mais comme le souligne le philosophe Bernard Stiegler,
philosophe qui a beaucoup travaillé sur les questions de numérique et aussi d'éducation. Nous vivons dans une société où l'attention est devenue une ressource rare, convoitée et souvent fragmentée. En cela, la gamification, lorsqu'elle est mal utilisée, peut tomber dans ce qu'il appelle des dispositifs de captation. Elle capte l'attention sans la nourrir. Ainsi, gamifier, ce n'est pas seulement rendre les apprentissages amusants, c'est leur donner un sens. Ce sens est précisément ce qui fait la différence entre un jeu captivant et une mécanique superficielle. L'histoire de la gamification en éducation, au moins, parce que je pourrais peut-être parler par la suite de l'histoire de la gamification tout court, mais l'histoire de la gamification en éducation est jalonnée d'innovations inspirantes. Julien Alvarez, que l'on ne présente plus, évoque souvent la frontière entre gamification et gameful design. Cette approche où l'on ne se contente pas d'ajouter des points ou des badges, mais où l'esprit du jeu est utilisé pour structurer l'apprentissage de manière engageante et cohérente. Prenons par exemple une plateforme comme Classcraft, qui transforme la salle de classe en une aventure de type jeu de rôle, d'ailleurs sur le thème de Harry Potter, où on peut avoir par exemple une cape sous laquelle on se cache et on ne répond pas aux questions de l'enseignant. Il ne nous voit pas. Donc, alors, faut gagner la cape. Mais voilà, donc on répond à une succession de questions et peut-être que l'enseignant va nous donner cet objet magique. Et donc, on peut dire « je suis sous la cape » et pendant la demi-heure où je vais être sous la cape, l'enseignant ne me voit pas. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a dans Classcraft. Et bien donc, dans ce type d'aventure, où les élèves donc deviennent des héros, les leçons deviennent des quêtes. La progression ici ne repose pas sur une simple accumulation de récompenses, mais bien sur la collaboration et sur la construction collective et sur le sens qu'on donne à ce qui est fait. Cependant, tout outil puissant comporte de puissants risques. Je ne vais pas citer, Spider-Man. En plus, j'ai vu qu'il avait été récupéré politiquement de façon scandaleuse. Alors, pour d'autres travaux, ceux de Sébastien Janvaux ou Cindy Furnon, la gamification peut externaliser la motivation. En d'autres termes, les apprenants peuvent se focaliser davantage sur les points ou les classements que sur le contenu pédagogique. Prenons l'exemple de Kahoot. Si un quiz gamifié motive les élèves, les étudiants à réviser, cela fonctionne. Mais si l'attention se porte uniquement sur le tableau des scores, savoir qui a gagné, qui a perdu, eh bien ici, les objectifs pédagogiques risquent de passer au second plan. Ces dérives sont d'autant plus problématiques qu'elles ne touchent pas tous les apprenants de la même manière. Là où certains se sentent galvanisés par la compétition, d'autres, souvent en difficulté, peuvent se décourager face à des classements qui les marginalisent. C'est pourquoi Cindy Furnon recommande de privilégier des approches collaboratives où les succès reposent sur des efforts communs plutôt que sur des performances, une fois de plus, individuelles. Pourtant, limiter la gamification à ses défauts serait une erreur. Lorsqu'elle est bien pensée, elle peut véritablement transformer l'apprentissage. Imaginons un cours d'histoire où les étudiants participent à une mission pour réécrire un événement clé, en résolvant des énigmes ou en travaillant en équipe. Eh bien, ce genre d'approche, que j'ai utilisé d'assez nombreuses reprises, qui peut être proche des escape games ou des jeux de rôle, ça combine la narration immersive, la collaboration et l'acquisition de compétences analytiques. Et cela fonctionne parce que l'attention, elle est captée sans être détournée. Philosophiquement, la gamification pose aussi la question du rôle du jeu dans nos vies. Ici, je vais revenir à un des pères de la question dans les Game Studies, Johan Huizinga, qui, dans son ouvrage fondateur Homo Ludens, je recommande d'ailleurs à toutes et tous de le parcourir. C'est un livre qui se lit très bien, très vite. Voilà, vous vouliez lire. Eh bien, Johan Huizinga décrit le jeu comme une activité essentielle à l'humanité. C'est une manière, selon lui, de structurer le chaos du réel en créant des règles partagées. Dans cette perspective, gamifier l'éducation, c'est réconcilier le plaisir et le savoir, la liberté et la contrainte, l'individu et le collectif. Mais cette ambition repose sur un équilibre très très délicat. Trop de règles étouffent la liberté, pas assez, le cadre s'effondre. Pour retrouver cet équilibre, il est donc essentiel d'intégrer la gamification dans un cadre qui respecte les objectifs pédagogiques. Julien Alvarez, toujours lui, recommande de toujours, évidemment, aligner les mécanismes du jeu sur les compétences à acquérir. Si l'objectif est d'apprendre la gestion de projet, un jeu qui repose sur des quêtes collaboratives et des deadlines simulées sera plus pertinent qu'un simple système de points ou d'avatars. L'idée n'est pas de gamifier pour gamifier, mais bien d'utiliser ces mécaniques comme un moyen de renforcer
l'engagement et la compréhension. En guise de conclusion, je voudrais citer Emmanuel Savignac, qui résume parfaitement l'essence de la gamification. Gamifier, selon elle, ce n'est pas ajouter du jeu là où il n'y en a pas, c'est rendre les apprentissages vivants. Sinon, quelque part, on peut même être amené, là c'est plus Gilles Brougère qui disait ça, on peut être même amené à dégamifier, c'est-à-dire à enlever l'essence ludique de l'activité. Transformer les cours, non pas en jeu, mais en aventure où les apprenants deviennent des acteurs de leur propre progression. Donc, voilà. Vous donc, où êtes-vous prêts, jusqu'où êtes-vous prêts à aller les uns et les autres pour pouvoir simuler et stimuler vos apprenants? Quels éléments du jeu on pourrait emprunter? Moi, j'avoue que personnellement, quand j'ai un jeu et que je me trouve engagé, j'essaie toujours de me dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que je pourrais transférer et à quel moment? Donc, je pense que voilà, il est temps, les uns et les autres, d'ouvrir nos réflexions à cette pratique utile mais un peu dangereuse de la gamification contrôlée. Merci Jérôme. Oui, le jusqu'où êtes-vous prêt à aller, c'est peut-être une bonne question pour ouvrir un peu cette discussion. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut s'arrêter dans la gamification? Alors, je sais pas s'il y a un endroit où il faut s'arrêter, mais en fait, tout de suite, ça m'évoquait le début, en fait, la phase d'amorçage, quand on se dit je vais tenter quelque chose plutôt. Et je pensais à l'échelle, simplement, avec combien d'étudiants je vais tenter quelque chose, dans le but ensuite de contrôler ça et d'avoir tout de suite un feedback de ces étudiants avant justement d'enchaîner et d'avoir quelque chose de contrôlé tout au long du processus pour se dire à un moment, je ne suis pas. C'est pas trop. Et éviter justement l'effet gamifié pour gamifier ou sans intérêt et perdre l'alignement pédagogique. Et donc, je pensais notamment aux enseignants qui ont la possibilité de le faire, travailler avec des effectifs réduits en TD d'abord dans un premier temps, pour pouvoir tester justement cette interaction et découvrir sa posture aussi de maître du jeu quand on ne l'a jamais été. Et cette première phase-là permet d'éviter de s'embarquer à utiliser un outil qu'on ne maîtrise pas sans penser la rétroaction et l'évaluation justement de ce qui vient de se passer pour faire un jeu et dire c'est bon, j'ai utilisé Kahoot, ils ont été engagés et je m'arrête là. Alors, comment on choisit de bons leviers de gamification? Et c'est quoi un peu les incontournables aussi? Euh, les incontournables quand on ne connaît pas ou quand on connaît, je pense qu'il y a. Ah bah pour les deux, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il y a l'expérience qui va forcément renforcer enfin, étoffer la boîte à outils. Là, je pense forcément aux sessions d'acculturation de jeu que l'on propose, hein. C'est en testant des jeux, des nouvelles mécaniques que l'on, pas que l'on s'arme, mais que l'on s'outille. Bah, Belle non, nuance. on essaie de faire attention à ce que. Donc voilà, je pense qu'en effet, on étoffe un peu sa boîte à outils. Et puis, quand on ne connaît pas, sans redire, penser à se faire accompagner, mais peut-être aller sur des choses que l'on peut maîtriser dans un premier temps, donc dans un environnement contrôlé. Donc je pense aux espaces de cours, aux espaces Moodle. Les forums peuvent être des environnements assez, assez créatifs et contrôlés. En préambule, je pensais à la possibilité d'ajouter un système de monnaie dans les forums et d'aller récompenser une personne qui va répondre à une question qui va être posée. Et la première personne qui va répondre correctement va se voir attribuer une quantité de points de monnaie. Et derrière, pourra le dépenser comme bon lui semble. Et sans transition, pouvoir acheter par exemple la cape d'invisibilité. J'étais en train de penser à ça, je me dis, finalement, Harry Potter, c'est l'exemple le plus connu de gamification, avec les points pour Serpentard, Poudlard, Gryffondor. Non, mais dans la culture populaire. Je suis pas populaire à ce point-là. Oui, non, mais c'est vrai, oui, ce type de choses. C'est une gamification, non, mais c'est d'accord. Ça nous a initiés avant l'heure. Comment tu récompenses des élèves pour leur bon comportement. Oui, et puis en plus, toutes les règles ne sont pas énoncées dès le départ et on se rend compte que. Alors, en fait, sur les systèmes, l'école de la Troisième République, c'est construit aussi sur non, mais c'est vrai, sur des systèmes, les bons points, les images. Avec les images, on avait des cahiers. Avec les cahiers, on n'avait plus rien parce que souvent, la maîtresse elle disait mais arrête, arrête Julie, tu es une trop bonne élève. Et donc, mais ça c'est quelque chose qui est
voilà, qui existe, hein, ce principe de motivation par la récompense. Et donc, la récompense peut être une façon de matérialiser la récompense. C'est une façon de gamifier, effectivement. Euh, euh, Par rapport à ce que... Oui, enfin, voilà. Et moi, j'ai plein d'autres choses à dire, mais Moi, j'ai l'impression Ouais. qu'on rajoute quand même une couche de storytelling et d'immersion à, C'est- justement, à ce ça système. C'est une peut. possibilité. c'est Ouais. c'est c'est une option. On peut avoir, voilà, par la diégèse, on peut faire de la gamification. Et de nouveau, il faut être à Ouais. l'aise avec le fait d'inventer un univers, d'être Mm. capable de répondre, d'avoir cette. Ou d'utiliser un univers. Oui, ou s'embarquer dans un C'est, univers qu'on connaît. euh, les enseignants en langue régulièrement pour pouvoir agrémenter leurs fiches d'exercice, bah, et voilà, ils vont peut-être mettre de façon récurrente un petit Yoda, un petit personnage, un petit Harry Potter, un petit Shrek, voilà. Mais ce genre de choses qui sont des éléments familiers qui vont permettre de construire un cadre un peu sécurisé, un peu familier par ces objets usuels ou présumés usuels de nos apprenants. Et puis, voilà, de fait, ça peut créer un engagement. Mais on peut faire des choses qui sont beaucoup plus fortes d'un point de vue narratif. Dans le secondaire, par exemple, il y a beaucoup dans les manuels pour apprendre à lire, on apprend avec une peluche tout au long de l'année, etc. Ça, c'est déjà de la gamification ou... Complètement, oui. Je pense que c'est vraiment utiliser là, c'est vraiment utiliser un jouet, un objet non-jeu dans un cadre jeu. Enfin, un objet jeu dans un cadre non-jeu. Mm. Euh, c'est voilà. Et là, ici, euh, euh, c'est et ça renforce présumément le désir d'apprendre. Mon fils apprend à lire avec le système des alphas. Ah, Et le comme pauvre. ça, Oh là là, il lit. Ah, mais oui, mais Ah, mais est-ce que tu et en même peux- temps, chaque lettre a son histoire, est un personnage. Non, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est des alphas, donc on... Les alphas. Chaque lettre, le A, le B, le C, en fait, ce sont des personnages qui sont avec une identité graphique, avec une sonorité sous-jacente potentielle et avec aussi une histoire. Et donc, lire, on n'est plus sur l'abstraction de ABCD, on est sur alpha, bêta. Enfin, non, il continue de s'appeler ABCD, mais voilà, D'accord. ce sont les Ils ont alphas. une histoire. Et... Voilà. Et ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Ça crée des débats dans les sociétés savantes des enseignants. Chez du mon primaire. fils, ça fonctionne. Pardon, excusez-moi, j'en fais la- Chez mon fils, ça fonctionne bien. Et parce que justement, on a des moyens de mesurer le par rapport à des formats qui sont pas gamifiés. Bah, c'est Alors, là où. Ouais, bon, je m'attendais pas à une transition comme ça, mais ça peut marcher parce que je pensais à quelque chose quand Vas-y. au lycée, j'avais une enseignante d'allemand qui nous expliquait en début d'année que la règle, c'était que on se ferait toutes et tous interroger 3 fois dans l'année sur nos verbes irréguliers. On commençait notre séance par une interrogation de 10 verbes irréguliers et derrière, on avait des points bonus. Ah oui, j'ai vraiment fait de l'allemand. Ouais. Non, mais je dis, moi, je dis, Ah, j'étais tellement ouais. mauvais en allemand que je découvre Ah, qu'il y a des verbes irréguliers en allemand. Et c'était verbe irrégulier, lexique, il y avait un peu de tout. Quand on était interrogé, donc une fois qu'on avait fait ces 10 mots, on avait la possibilité de doubler notre mise. Est-ce que en fait on souhaitait reprendre 10 mots et avoir des points bonus ou perdre les points bonus qu'on avait déjà capitalisés? Et ce qui fait qu'en fait, on devait être tout le temps préparé toute l'année à peut-être être interrogé et peut-être doubler sa mise. Et je trouve que ça rendait, parce qu'on était forcément évalué, mais ça rendait un peu plus engageant le processus d'évaluation qui était obligatoire. Et derrière, ça faisait quand même que les élèves qui étaient motivés par le fait de chercher à parier avaient quand même de bien meilleures notes à la fin de l'année. Et on était collectivement devenus assez bons sur le vocabulaire. On avait eu des super moyennes cette année-là. Bravo. Donc déjà. je sais pas si, non mais je sais pas, tu vois, si c'est une des Oui. possibilités de mesurer, mais enfin Ouais. mesurer par la note en fait en fin d'année. Dans Oui. l'expérience, en tout cas. Et l'expérience était chouette pour le coup. Je suis en train de revivre des traumatismes de Ouais. verbes irréguliers. donc Mais non, je disais qu'en fait, dans les risques sous-jacents qu'on a en tant qu'enseignant, enfin dans le contexte pédagogique, c'est d'arriver à des conditionnements tels qu'on a dans le commerce. Et ça, c'est utilisé de longue date. Hein, maman, achète-moi. Alors, c'est pareil, là, une certaine partie du public pourra comprendre ce que je veux dire, mais maman, achète-moi la lessive Bonux.
parce que dedans, il y avait un cadeau. C'est un truc en poudre, certainement, qu'il avait aussi mal que toutes les autres lessives. Mais dedans, il y avait un cadeau. Et donc, tous les gamins tannaient leurs parents pour avoir le cadeau bonus à l'intérieur, qui était un truc inutile. Kinder va avoir une façon de dire, tiens, et si on vendait plus de plastique avec moins de chocolat et de plucher un truc, et le jouet Kinder, c'est une gamification de vendre du chocolat. On a des... Enfin, l'histoire, les, dire les BD qu'on pouvait trouver au dos de certaines boîtes de céréales, et on se battait entre frères pour savoir qui aurait l'orientation qui permettrait de manger et lire en même temps. Voilà, ce genre de... et donc, c'est des éléments là qui sont extrêmement basiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va juste aller viser le principe d'une gamification avec du désir et une récompense. Euh, et, euh, et parfois, en éducation, on peut se retrouver à avoir ce genre de choses qui se met en place. Et on a, enfin, une fois de plus, on a des risques qui sont importants avec les gamifications, justement de faire quelque chose qui n'est plus un acte d'éducation, qui est un acte de piéger. C'est-à-dire, quand on fait notamment des jeux vidéo, est-ce que je vais érotiser mon interface pour vraiment avoir un circuit très très court de la récompense avec des machins, des étoiles qui bipent partout, des systèmes, ah, reviens demain, et voilà, les jeux frustrants là, pas des jeux parce que le jeu joue, mais pas moi, mais ce système-là. Est-ce que justement dans les diégèses, on veut aller loin Je repensais, si tout le monde a vu le film, j'imagine, Dis-le, La Vague, qui est basé sur l'expérience de Ron Jones à Palo Alto, qui est en train de brûler d'ailleurs. Et enfin, je souris, mais je ne souris pas du tout, mais c'est que c'était en Californie. Et ici, donc, cette expérience, c'est une gamification. On gamifie un apprentissage en mettant en situation. On peut le faire de façon différente. Donc et c'est là où le contrôle de l'enseignant sur ce qui est joué, sur ce que l'on met en œuvre en termes de compétition, en termes de conditionnement. Voilà, ces sujets-là, je trouve, ils interrogent. Et c'était, je me permets un petit fun fact qui ne te concerne pas vraiment, Florine, mais Non, très bien. dans certaines mesures, une gamification peut donner du sens et peut permettre aussi d'avoir une appréciation de sa progression. Et je vous parlais de judo. Le judo, c'est un art martial japonais qui s'est distingué, je ne vais pas refaire toute l'histoire des arts martiaux japonais, mais qui s'est distingué des autres formes à une époque assez récente. Et dans leur contexte, il y avait l'élève et le maître. C'était la seule distinction qui existait entre celui qui a une ceinture blanche et celui qui a une ceinture noire. Ce qui est commun dans plein d'autres arts martiaux extrêmes orientaux. En fait, quand ça arrive en France, la Fédération française de judo s'est dit, c'est quand même compliqué. Entre la ceinture blanche et la ceinture noire, il existe quand même des étapes, et c'est quand même long de se projeter sur une dizaine d'années d'apprentissage sans savoir où on se situe. Et ils vont gamifier le système en créant des ceintures intermédiaires de couleurs. Voilà, la jaune, la bleue, la verte, enfin la verte, la bleue, la rouge, la marron. Non, je crois que la marron elle doit exister au karaté, mais pas au judo. Mais voilà, ce système de ceinture est une forme de gamification. Et ils vont tellement s'apercevoir que ça marche qu'ils vont même aller à gamifier des exercices qui étaient à la base même répétitifs. C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir dans ces cercles de judo que ça marche bien, motivation à avoir quelque chose. Et même que pendant la séance d'exercice, si on leur demande de rester de façon statique à faire des exercices par répétition mécanique, des dizaines, des centaines de fois, ça marche moins bien que d'arriver et dire on va jouer avec une balle, on va avoir des déplacements et mettre voilà, d'autres types d'activités. Ils vont aussi inventer des pédagogies qui sont extrêmement ludiques. Et donc, ils vont gamifier aussi un entraînement qui était très aride donc, et sans progression visible. Voilà, j'aime bien cet exemple-là parce que il permet des fois de pouvoir aussi asseoir alors, c'est assez parce que c'est même reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire C'est les Japonais, sur tous les continents, maintenant, on a le système et tous les autres arts martiaux aussi ont adapté ce principe-là. L'aïkido n'a pas flanché et reste fidèle à avoir juste. Ouais, je repense à ta question sur l'évaluation. On peut aussi évaluer
la réussite d'un dispositif de gamification par l'héritage. Au cours des différentes promotions qui se succèdent d'un enseignement, peut se transmettre l'information selon laquelle tu verras dans ce cours-là, il se passe ci, il se passe ça, et c'est cool en fait. On passe un bon moment, c'est un enseignant ou une enseignante qui joue beaucoup avec nous, et on mesure une salle plus ou moins remplie en fait aussi en fonction de quelle information succède d'année en année. C'est-à-dire si les élèves se disent Les ah élèves se dans disent ce cours dans ce cours-là, ça se on passe s'amuse bien, bien. il y a beaucoup d'échanges, c'est un enseignant ou une enseignante qui n'hésite pas à induire ce système de monnaie ou de lore, d'histoire, de personnages qui jouent beaucoup en fait avec nous. Ça induit peut-être une proximité ou suscite justement du plaisir au cours de l'enseignement, et donc ça incite les, les, les promotions suivantes à assister pour vivre l'expérience à leur tour. Ouais, une publicité en fait. Oui, naturellement qui se fait, oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez, parce que quand on parle à des enseignants qui sont pas forcément joueurs eux-mêmes, il y a un petit peu ce frein, cette peur déjà du regard des autres collègues ou des supérieurs, selon le cadre d'enseignement, ça peut être des parents aussi. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre des des enseignants qui n'y sont pas encore mis, des bienfaits de la gamification? Et quelques conseils aussi pour commencer? Bah, je serais un tech king comme Mark Zuckerberg, je dirais sois un homme, bonhomme, et puis assume ta virilité. Superbe. Mais en fait, comme Pour je méprise 2027. assez largement ce genre de propos, je dirais plutôt qu'en fait, l'idée est enfin, déjà, il n'y a pas de pratique honteuse, hein, c'est de l'innovation. Donc, par définition, si c'est une démarche d'innovation, pour soi, ça risque d'avoir des éléments de déséquilibrage. On se met en difficulté on et se on met un peu, accepte voilà. la contrainte. Et là où moi, le conseil serait de ne pas tout faire d'un coup. Ouais. De ne pas tout de suite partir sur quelque chose où, allez, je me lance dans un univers complet que j'ai écrit de A à Z. Et d'y aller peut-être par touche, d'évaluer, de se faire accompagner, de découvrir en fait qu'il y a une littérature qui soutient ce qu'il faudrait faire ou pas. Que ça n'est pas une pratique isolée, C'est ça. infondée. Et donc voilà. Être accompagné, se former à la chose, et puis pas avoir l'ambition révolutionnaire. Voilà, Parce que j'ai dit tout à l'heure, feu du jeune la converti, dimension quoi. d'échelle où on peut tester avec un petit groupe, puis ensuite un plus grand groupe, avant de voir où sont les limites déjà à l'encadrement en solitaire et de nécessiter le besoin d'accompagnement dans l'animation. Il y a aussi la possibilité d'aller approcher des cours où il y a déjà de la gamification pour avoir un regard externe. Et là, donc, s'approcher d'enseignants, de ses pairs. Et puis choisir son objectif de gaming. Enfin, pourquoi je veux changer quelque chose à mon cours. Donc vraiment de se réinterroger. Est-ce que je veux avoir davantage de participation? Est-ce que je veux avoir davantage de tâches de mémorisation? Est-ce que et voilà, est-ce que je veux que Parce que le besoin, c'est de vivre une expérience qui soit significative à un moment donné. je vais rassurer? Voilà, donc c'est vraiment de cibler ce qu'on veut faire et puis aller dessus. C'est vraiment ce que je pointe le jeu là. Et en fait, je viens de me rendre compte de quelque chose d'assez sympa. Parce que vous l'avez peut-être sous les yeux, mais vous verrez encore mieux ici. En plus, il est parfaitement aligné, bravo. Ici, là, le jeu Duel pour les terres du milieu. On parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est assez amusant parce que donc ça, c'est un Seven Wonders Duel qui, quelque part, on a fait une forme de gamification d'un jeu. C'est-à-dire qu'on a recréé... On a rajouté un lore dans... On a rajouté une couche de lore sur quelque chose qui était... voilà, le Seven Wonders, il est basé sur les 7 merveilles de l'Antiquité telles que décrites par Philon d'Alexandrie. Néanmoins, là, ici, on rajoute, peut-être pour changer le public, réengager du public, on rajoute un élément sur... D'ailleurs, dans Seven Wonders, il y a une vingtaine de merveilles. de l'accès. Ah bon? Et c'est vrai qu'il y a des extensions. Ouais. Oui, mais D'accord. c'est... Tu as lancé une polémique. Mais voilà, enfin, je sais pas, c'est une idée. Enfin, les extensions de jeux, parfois peuvent relever de ça. gamification.
J'ai plein de trucs à dire, mais il y a une chronique passionnante qui va arriver. Oh. Mais je pensais aussi à la façon dont certains jeux peuvent aussi évoluer et certaines expériences de jeu peuvent aussi évoluer. Quand on faisait du jeu de rôle, il y a un siècle, enfin au siècle dernier plus exactement, et ben en fait, on voit bien la façon dont maintenant les aides de jeu, les descriptions, le matériel, ici, ce sont des éléments qui apportent, je trouve, une forme, enfin ça, ça enrichit l'expérience de jeu par justement des éléments de jeu sur et même sur la façon dont on peut aussi, dans un jeu de rôle, hein, sans faire de perspective historique, tout ça, je pense que ça a été quasiment dès le début, mais la façon dont on renforce notre expérience en s'autorisant à manger, par exemple, à boire, à rire, enfin voilà, tous ces éléments-là sont des facteurs bah, qui renforcent notre engagement et on peut aussi les susciter quelque part et aménager du temps dessus. Moi, en préparant un peu l'émission, je suis tombé aussi sur pas mal de dérives, mais t'en parlais un petit peu sur comment une gamification peut modifier le comportement des personnes Mm. et ça peut devenir presque de la manipulation Oui, si créer une c'est addiction, ouais. Enfin, utilisé à mauvais escient et dans des mauvaises conditions ou même sciemment. Il y a des techniques marketing qui sont vraiment placées là-dessus mm. et on voit des dérives, des choses au sein de l'UX design, par exemple, sur le comportement des utilisateurs et comment on va inciter les utilisateurs à faire tel type de choses, tel type de choses. C'était un peu aussi le sujet de la conférence d'ouverture d'Emmanuel Savignac Tout à fait. aux journées La scientifiques de gamification au pédagogie. travail, ouais. Et c'est des dérives potentielles, en tout cas, dans le milieu management, marketing, Ça etc. interroge effectivement beaucoup. À juste titre aussi. Ah oui, à juste Ah oui, oui. titre. Mais d'où l'intérêt de constamment interroger le besoin en fait de gamifier. Et en fait, est-ce qu'il y a besoin de gamifier forcément? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'engager que de gamifier déjà? Et si on gamifie, alors dans ce cas-là, quels moyens on se donne et jusqu'où on va? Parce que oui, en fait, on Mm. peut aller loin. Et je parlais du système de monnaie tout à l'heure. Enfin, ça peut devenir complètement malsain. Il y a vraiment une question éthique derrière qui Ouais. est sous-jacente. Et c'est pour ça que j'aime bien la distinction de Julien Alvarez entre la gamification qui est presque un processus, enfin, voilà, sans penser forcément utilitariste ou éthique, et la distinguer du gameful design, qui est de se dire, voilà, je vais concevoir quelque chose qui va rajouter à une activité, enfin, et pas oublier le centre de ce qui doit être notre intérêt. Peut-être pour conclure cette discussion, est-ce que vous avez un exemple d'un accompagnement de gamification qu'on a proposé, nous? Oh, le piège. Elle mise sur notre mémoire en début d'année. Ah là là. Oui, dès l'instant, quand on utilise le plugin Level Up dans Moodle, par exemple, c'est une gamification. C'est un plugin qui permet d'attribuer des points d'expérience suivant des tâches qui sont réalisées dans la plateforme en fonction de la valeur de tes tâches. On a plus ou moins de points, on gagne des niveaux. Ça, c'est un exemple de choses qu'on a choisi de développer. On a parfois moi, je pensais plutôt à j'ai ma casquette Ikigai un peu, et en fait, Ikigai a fait des dispositifs qui sont pas tout à fait des jeux, mais qui sont par contre vraiment des exercices gamifiés. Euh, Avec les flashcards, avec le jeu Flashcards by Ikigai, le jeu Rankit, qui est un peu un timeline, mais voilà que l'apprenant va ordonner des chaînes de choses, mais voilà, c'est assez amusant de manipuler ces éléments-là. Nous, je dirais que l'élément qu'on a le plus gamifié, ça serait certainement J-Cube, qui est un exerciceur, qui est un dispositif dans lequel on construit, enfin l'enseignant ou les étudiants, hein, enfin une personne construit une base de données de questions, et ensuite il y a un parcours qui ressemblait beaucoup à un jeu de loi, mais ça a été vraiment bien travaillé, notamment par Damien Bouchard, mais voilà, pour que ça puisse avoir un peu moins les effets pervers du jeu de loi. Il y a un parcours, et suivant les cases du parcours, on tombe sur des questions.
Et on gagne des méduchous. Voilà, donc il y avait un univers qui était autour avec une petite histoire. Et là, c'était vraiment un exerciceur. C'est ni plus moins des questions-réponses, mais c'est gamifié à travers un plateau, à travers un univers graphique. Ce qui m'interrogeait, c'est les sessions de construction de jeux qu'on propose à nos étudiants. En fait, on leur demande d'incarner une posture de game designer dans la création de jeux et d'interroger leur future posture de joueur à travers le jeu qu'ils créent. Et je pense qu'il y a quand même une forme de gamification dans ces ateliers-là. Parce qu'ils ont l'objectif pédagogique dans les mains. On leur demande de concevoir un dispositif gamifié, mais nous, on les guide à continuellement se poser la question, est-ce que ça vous plairait comme jeu? Et quel plaisir il y a dans la création de telle activité dans votre séquence de jeu? Pourquoi vous les faites manipuler tel ou tel objet? Est-ce qu'il y a de la résolution de problèmes? Est-ce qu'il y a un intérêt à gagner du temps ou à être le premier sur telle ou telle action? Donc, je pense qu'on rentre dans le cadre de la gamification, mais je me questionnais un peu. Parce que on relève. Ouais, C'est déjà dans une démarche. c'est ça. Passionnant. Nous sommes passionnants. Non, je pensais que vous alliez rebondir quand même. Non, sur, non, la question de Nana. je réfléchissais à ces... Mais ça peut être un débat lancé, ouvert, auquel on vous laisse C'est-à-dire réfléchir. que moi, je voulais pas remettre une pièce dans la... Enfin, Oui, je sais, mais en même c'est- temps, c'était quand même une question. Bah oui, c'est Oui, ça, ça reste intéressante. une question. Je pense qu'en fait, il y a plein de ressorts de gamification à travers ces ateliers et c'est pas une stratégie de gamification, c'est des stratégies de gamification au sein d'un dispositif. Mais quand on redesign en fait aussi des petits jeux, des jeux qui vont se jouer dans alors de 30-35 minutes, on a plutôt une agrégation de plein de mécanismes de gamification plutôt qu'à faire à un jeu en lui-même. D'aller s'interroger sur des éléments de cours et les personnes qui répondent le mieux et le plus vite ont des points et l'équipe qui a le plus de points à gagner. Voilà, c'est un tableau de score, réponse et plein d'éléments de gamification aussi. On va aborder un élément de gamification dans une discipline en particulier qui est le graphisme, à travers la chronique L'œil de Benoît. Donc Benoît, tu vas nous parler de comment on peut jouer pour apprendre le graphisme. Oui, plonger dans le design graphique, c'est souvent se confronter à des notions techniques comme les formes vectorielles, la typographie ou encore la gestion des couleurs. Et pourtant, grâce à des ajouts de quelques mécaniques de jeu, ces concepts peuvent devenir plus accessibles. Je vais vous proposer plusieurs exercices gamifiés, comme tu disais tout à l'heure, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se cache derrière les choix graphiques sans avoir l'impression de suivre un cours théorique. On peut commencer par explorer les bases du dessin vectoriel et des proportions avec le jeu Boolean Games, qui initie à des techniques fondamentales comme la fusion ou la soustraction de formes géométriques. Ces opérations booléennes sont au cœur des logiciels de graphisme comme Illustrator ou Figma, et cet exercice pousse à expérimenter tout en s'amusant avec son système de scoring et ses niveaux de difficulté. Donc c'est deux mécaniques qui sont rajoutées. Pour aller plus loin, The Bézier Game vous plonge dans le maniement des courbes de Bézier, ces tracés fluides qui permettent de dessiner avec précision. Et on apprend à utiliser l'outil Plume pour placer des points d'ancrage et ajuster leur poignée. Le nombre de coups nécessaires est compté, ce qui pousse à travailler son efficacité et son sens du détail. C'est une manière directe et engageante de maîtriser l'un des outils les plus importants du dessin vectoriel. Enfin, il y a Pixactly qui vous met au défi d'estimer les dimensions à l'œil. Le jeu consiste à dessiner des rectangles aux proportions demandées sans autre guide que votre intuition. 30 par 40 pixels. Dessine-moi un carré. Non, un rectangle pour le coup. Ici, les mécanismes de jeu mis en place sont un système de scoring et un leaderboard au fur et à mesure des niveaux donnés. Une autre grande base du graphisme, c'est la typographie. Avec ShapeType, vous affinez votre regard sur la construction des lettres en corrigeant des formes déformées. Une fois terminé, le jeu compare votre travail avec la typographie originale et vous donne des informations sur la police, son créateur et son année de création. C'est un excellent moyen de saisir à quel point les proportions et les courbes influencent la lisibilité et l'esthétique d'une lettre. Font Memory Game est un autre exercice, c'est un memory
où il faut associer les paires de police. Ici, on va avoir un chrono et un nombre de coups limité. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse à observer les détails subtils des caractères, l'empattement, la largeur d'une hampe, la courbure d'une lettre ou encore l'orientation d'un angle. Au fil des parties, on développe une véritable mémoire visuelle des polices. Euh, et pour terminer dans les jeux autour de la typographie, il y a KernType qui nous initie à l'interlettrage, l'art d'ajuster l'espacement entre les lettres. Il faut déplacer les lettres d'un mot pour trouver le bon équilibre visuel. Et là aussi, on compare le résultat à la typographie originale. Et on a également des informations sur le typographe, le créateur de caractères, la typographie et son année de création. Impossible de parler de graphisme sans parler de couleur. Avec Color, avec un K d'ailleurs, vous devez retrouver une teinte cible en 5 secondes. Le jeu est rapide et addictif. On a un chrono, la couleur passe rapidement et les niveaux deviennent de plus en plus difficiles, testant votre capacité à repérer et à ajuster des harmonies colorées en un clin d'œil. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge, effectivement. Enfin, on a Color Fleu qui propose une approche plus analytique. Ici, il faut recréer une couleur donnée en ajustant les proportions de chaque teinte primaire avec un nombre limité de tentatives. Donc, c'est un peu le mastermind des couleurs. Ce jeu décompose la couleur pour vous permettre de mieux comprendre sa composition. Et vous pouvez suivre vos statistiques sur la durée. Et un mode entraînement est là pour perfectionner votre sensibilité. Tous ces jeux montrent bien que l'apprentissage du graphisme peut être ludique et engageant à travers des mécaniques simples. Il simplifie des concepts parfois techniques tout en ajoutant une dose de défi et de plaisir. Et comme le disait John Maeda, la simplicité consiste à soustraire l'évident et à ajouter le significatif. C'est beau. Merci Benoît. C'est donc des jeux en accès libre? C'est des jeux en accès libre et voilà, vous pouvez tester. Et je En vous dehors incite des à heures de tester, travail. en dehors Bah, je connais des personnes en régie qui ont passé un peu de temps ce matin, qui ont apprécié, qui ont évidemment juste vérifié par professionnalisme Bien sûr. que ça fonctionnait bien. Et non, c'est des bonnes ressources. Est-ce que c'est des ressources qu'on vous enseignait, enfin qu'on utilisait en école d'art C'est des ressources qu'on a trouvées, pour certaines, oui, et qui permettent vraiment tout ce qui est autour des courbes de Bézier, autour du système booléen et de l'addition-soustraction de formes. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre au premier abord et qui sont très intéressantes à travers un jeu et à travers des mécaniques simples à aborder. Ouais, merci beaucoup. Alors, à moins que vous ayez des réactions, questions en particulier. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à mon avis quand même très transférable dans beaucoup de domaines évidemment, mais sur vraiment du micro apprentissage en fait, et qui invite à se challenger de manière répétitive, et en fait c'est extrêmement addictif comme mécanique. Et je repense en fait à l'accompagnement qu'on avait fait en proposant une activité très similaire comme ça en quelques minutes, du dilemme du prisonnier avec Anne-Sophie Darmaillac, où en fait, via l'exposition du dilemme et du concept du dilemme, en fait, on testait plusieurs situations en quelques secondes en misant sur le fait que la personne en face de nous allait faire telle ou telle chose, et derrière, on avait un petit feedback de quelques lignes. Voilà quelle situation on vient d'illustrer. Maintenant, je vous invite à passer à la suivante. Et en fait, on peut y passer 2 heures par des séquences de 30 secondes à 1 minute. Ça me fait penser un peu aussi aux petits jeux de géographie. Exactement, je suis en train de chercher les noms. Ah, Les grands GeoGuessr. esprits se rencontrent. Ouais. GeoGuessr, Ouais. soit les jeux où il faut effectivement trouver Lâcher où une une photo a bombe. été prise, mais aussi où tu as des petits jeux où on te donne juste une ville et il faut réussir à la replacer sur Ouais. la carte de France. Et où on fait apparaître pendant quelques secondes un visuel et il faut retrouver où c'est. Il y a ça aussi, ouais. Et en fait, Mais qui demande plus de en temps, ouais. revient à la boucle d'objectifs, challenge, récompense. Et en fait, là, on revient sur quelque chose d'extrêmement micro. Et ça, c'était. Là, le jeu de géographie, je donnais un cours que j'aimais pas beaucoup. Je l'ai fait jouer à GeoGuessr. Et donc, c'était un jeu de géographie des flux dans un diplôme de logistique des transports. Et le responsable du diplôme disait, dans le cours de géographie, il faut qu'ils apprennent les localisations des villes de France. Alors je disais, moi je suis géographe, je suis pas là pour leur faire apprendre les villes. Enfin, c'est
comprendre les flux, les inégalités spatiales. Non, voilà. Donc c'était un truc, il fallait apprendre par cœur là, un truc. Bon. Et il m'avait dit que c'était important parce que quand faut livrer quelque chose à Yonax et que si la personne pense qu'au Yonax, ça ne doit pas être très loin du sud-ouest parce que ça sonne un peu les fêtes de. Voilà, et que il risque d'avoir à un moment un petit décalage de 700 km pour retourner voilà, dans les Alpes ou je sais pas où, Alpes encore plutôt, près française. Voilà. Donc, et donc ce jeu-là, quand je leur demandais d'apprendre par cœur, ils détestaient. Et en fait, le petit jeu m'avait sauvé quand même pas mal le côté challenge, le côté. Et je crois que le jeu, c'était littéralement en plus, c'était assez malsain, il fallait faire tomber des bombes, je crois, à l'époque, sur les villes. Et ouais, c'est. Allez, détruisez Dijon. Ah, ça motive. Ouais, ça motive. On n'a rien contre. Et donc voilà, donc c'est. Mais une fois de plus, sur des exercices qui peuvent être effectivement. Je pense que tu as raison sur l'effet de granularité de l'exercice. Quand je gamifie, c'est parce que je vise un peu quelque chose d'assez fin. Voilà. Mais- Un mécanisme. Mais parce que je remets ça en perspective avec quelque chose auquel on est souvent confronté, c'est la lecture des règles du jeu. Est-ce qu'on est prêt à s'embarquer sur un temps de lecture de règles de 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures? Oui, ça peut aller jusqu'à 2 heures. En fait, là, les règles du jeu, on les devine quasiment en voyant l'exercice. De même que pour le graphisme, on devine quelle couleur par l'expérience, on devine Ouais. quelle couleur s'emboîte bien ensemble. Et d'ailleurs, les règles du jeu maintenant sont drôlement gamifiées. Ouais. Il y en a même des fois des modules de jeu pour apprendre à jouer. Il y a des modes tutoriels qui. Ou jouer apprenant les. Ouais. Oui, jouer et apprenez les règles en jouant. Oui, c'est ce qu'on incite à faire maintenant sur les jeux qu'on crée. Alors pour conclure l'émission, est-ce que vous voulez revenir sur un jeu que vous avez découvert récemment? Ouais, c'est marrant ce que tu viens de dire, me fait penser à. J'y ai pas joué, mais Undergrove, me semble-t-il, il y a un mode tutoriel où, en tous les cas, la première partie, on me fait. Oui, Arthur confirme, ouais. en régie. La première partie offre un mode où on a comme un tutoriel à suivre pour comprendre les règles. Dans les jeux de Vlad Vatild, il y a souvent, qui sont des jeux qui peuvent être parfois un peu complexes, il y a souvent ce genre de système pour apprendre un verso de plateau qui permet de faire ça. Quelque part, Bantam West, là qu'on a sous les yeux aussi, qui est. On en avait parlé un peu la semaine Oui, dernière. on en a parlé Et, la voilà. semaine dernière. Et Bantam West, qui est une espèce de Red Dead Redemption un jeu bac à sable dans l'Ouest. En fait, les premières versions, les premières façons dont on joue, on n'a pas tout le matériel à disposition. Et voilà, on a quelques missions très, très, très basiques à accomplir. Et puis, plus on va, plus on peut construire soi-même ce que l'on cherche à faire. C'est tous les jeux qui rajoutent aussi des modules et la complexité comme ça, au fur et à mesure, peut-être. Enfin, je pense à High Frontier for All, où on s'y est frotté quand même plusieurs fois et où effectivement il y a une marge de progression, on Ouais. va dire, au fur et à mesure dans la complexité, en tous les cas. Après, si l'objectif c'est de faire sauter des fusées dans la proche arrive. orbite de la Terre, on y arrive assez bien, quoi. Défi les clowns. Jérôme, toi et Nicolas, vous avez donc essayé la Terre du Milieu, la version duel. Donc tu Ouais. disais que c'était une. Ça rappelait Seven Wonders. C'est vraiment. Alors, moi j'aime bien ce que c'est. Et on peut montrer des trucs. On peut montrer. Super Bien zoomer. sûr. Les zoomers et les zoomers. Donc c'est un jeu c'est un jeu à deux, c'est un jeu de duel, moi j'aime bien. Et donc je trouve on est vraiment dans l'univers. Donc on a les terres du milieu avec différents royaumes dont on va essayer de prendre possession. Donc on joue soit l'alliance, soit l'alliance, soit les méchants. Et donc on a plusieurs façons de gagner. Donc c'est pareil, c'est un système de choix de cartes. Donc on a des cartes qu'on achète et un petit peu comme dans Seven Wonders, il y a des cartes ressources, il y a des cartes qui sont plutôt de technologie ou d'alliance là ici, et puis il y a des cartes de combat éventuellement. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ce côté où on peut construire. On joue au chat et à la souris, donc on peut gagner en faisant ça. Donc ça c'est assez classique, mais donc il y a une dimension de spatialisation. C'est ce petit chose là que je vais monter ici que je trouve qui est assez sympa. Donc on a un puzzle qui est pas trop dur parce qu'il y a que 2 pièces.
Et donc, cet élément-là. Et ici, en fait, on a la. On a la. On a ça Petite commence règle ici. Il y a transparente. une petite règle transparente avec la Progression, Fellowship of the ouais. Ring, là, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs de l'anneau, les compagnons de l'anneau qui avancent. Et s'ils arrivent à amener l'anneau jusqu'à la montagne, et ben c'est super, ils ont gagné. Mais le problème pour eux, c'est que on peut aussi faire avancer les méchants Nazgûl. avec un Nazgûl qui les poursuit et qui avance. Et voilà. Et s'il arrive avant la fin du jeu à rattraper il essaye de lutter contre. Voilà. Et s'il les rattrape ici, voilà, ils ont gagné avant la fin. Donc ça, c'est une deuxième façon de gagner. Et puis la troisième, c'est d'avoir une alliance avec les 6 peuples. 7 peuples. 6 peuples. Parce qu'il y a les aigles, mais en fait, on n'a toujours pas compris à quoi ils servaient. Parce que Les aigles, c'est un peuple. c'est un peuple. C'est D'accord. le peuple des aigles. Et donc voilà, le jeu est assez, voilà, est assez intéressant. On ne parcourt pas les âges, si on parcourt les chapitres. Ça Voilà, il y a on plusieurs déroule chapitres. l'histoire. Ouais. Et donc voilà, c'est un spin-off assez intéressant pour jouer à Seven Wonders, mais pas être toujours voilà, dans Seven Wonders. Donc ils font vivre un peu la licence avec ça, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Ok. Donc c'était dans la catégorie petit jeu. Dans la catégorie de petits jeux toujours, Benoît, tu as essayé Spot ou encore? Oui, alors c'est un jeu que mon fils a eu à Noël. Je parle trop de mon fils dans cette émission. Que le Père Noël lui a apporté. Exactement. Ouais. Et donc c'est un jeu où on a des toutous, on a des cartes toutous. Il leur manque des tâches. Il faut qu'on puisse leur rajouter leurs tâches, leur compléter ces dessins. Pour ça, donc, on a des dés qui ont donc des tâches qui sont numérotées de 1 à 6. Et on va faire des tours avec nos toutous. On va leur apprendre des tours, on va leur apprendre à faire le beau, on va leur apprendre à aboyer et tout ça. Et chaque tour, en fait, donne une condition pour récupérer des dés. Et donc, il va falloir trouver les bons tours pour pouvoir prendre les bons dés. Et sans avoir trop de dés, parce que si on a une valeur supérieure en dés, parce que les dés qu'on n'arrive pas à placer sur nos toutous, on les met sous notre niche, on les enterre, mais si on a trop de dés sous notre niche, les toutous deviennent foufous, et on enlève tous les dés qui sont sur nos toutous et sur notre niche. Voilà, dit comme ça semble... Mais c'est change le très thème. original, et l'illustrateur s'appelle John Bond. Ouais. Voilà, et il a fait un très très beau travail d'illustration, je trouve, en tous les cas, sur ce jeu-là. J'ai très envie qu'on essaye Spot ou encore. Et d'ailleurs, ça pourrait être un thème intéressant sur les jeux d'enfants qui sont parfois d'une crétinerie absurde et totale, et des fois qui sont des petits bijoux ludiques qui sont parfois d'excellents, d'extraordinaires jeux pour enfants. Oui. Et ils se rendent pas compte de leur chance, Ouais. ces petits morveux. Ça, je trouve ça souvent vrai pour toutes les animations qui sont proposées, qui sont à destination des enfants. Et moi, je veux jouer. Ouais. Damien, est-ce que Ce qu'on tu fait as le eu pire et le une meilleur, belle je pense. découverte récemment? Ouais, très belle découverte. J'ai testé pendant les vacances le système. Alors, c'est pas un jeu de plateau, mais j'ai testé le système de jeu de rôle Genesis, qui propose un système de jeu de rôle générique. C'est le groupe de. Ouais, le fameux le groupe générique. Genesis, pardon. Non, qui propose un jeu de rôle générique dans lequel on n'a plus qu'à ajouter un univers, des personnages, qui offre également la possibilité au maître du jeu de s'affranchir de certains éléments de règles ou au contraire de le complexifier davantage. Et je l'ai joué, donc on commence une campagne, je pense, de 2 à 3 ans, à mon avis, Ah oui. dans l'univers de Stranger Things. Donc Excellent. on joue des collégiens. Parce que je l'avais dit dans d'autres lives, mais j'aime bien ne pas jouer un humain de 30 ans, blanc, voilà. Donc là, je trouve ça intéressant d'ajouter une dimension un peu enfantine en fait à la pratique du jeu de rôle et jouer avec des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'adultes parfois, mais avec des responsabilités d'adultes. Pour le moment, c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire.
Parce que Vous êtes punis. on est puni. vrai. On peut pas sortir après 20h. On doit faire le mur. C'est pas bien de faire le mur. Non. On n'a pas les moyens en fait qu'on souhaiterait. Donc on peut pas conduire. On doit demander l'autorisation pour se faire déposer à un endroit. Génial. Et en fait, ça ajoute une dimension assez intéressante, un univers un peu fantastique en plus que l'on connaît. Et je pense que ça annonce de belles parties. Et le système de jeu de rôle en lui-même est très très intéressant. Je l'avais découvert avec Star Wars. Star Wars. Voilà, Ouais, je qui est cherchais ça. un peu à l'initiative en fait de système de jeu de rôle Genesis parce qu'en fait il repose un peu sur ce système-là à quelques variations près. Ça donne envie. Hein. Ouais. Bien m'incruster dans votre Et de campagne. nouveau, j'en profite pour remercier dans les caméras mon fabuleux maître du jeu, Ah. Florian. Ça, pour Ah, avoir Florian, un- dédicace, Ça, c'est une Non, ville. je suis déjà son préféré. Non, mais voilà, c'est lui qui avait déjà animé notre campagne de 3 ans de Star Wars et voilà, c'est un fabuleux maître du jeu. Bravo Florian. Ouais, bravo Florian. Je vous propose pour conclure cette session, alors, à moins qu'on ait des petites interventions dans le chat auxquelles on sera un plaisir de répondre, bien sûr. Les gens attendent les questions. Les gens attendent les questions. Enfin, Le réponses. jeu, le jeu, pardon. notre petit jeu, parce qu'on gamifie notre propre émission, de base de données qui sera bientôt disponible sur Ouais, on est en train de Internet du CNU. changer l'hébergement et pas sur OSF, mais plutôt sur directement le site du CMU. Parfait. Donc, petit rappel, hein, base faite à partir des analyses de jeu que l'on réalise après chaque partie. Donc, comme d'habitude, je vous donne la compétence qui a été identifiée et puis quelques mécaniques. Et je vous demanderai de faire des hypothèses sur le jeu en question. Donc, la Monopoly. compétence, On a parlé de jeu. il s'agit de formuler une demande d'information de façon précise et pertinente. Ah, c'est pas Dada, ça? C'est un jeu de déduction, de mémoire et d'observation. Formuler une demande d'information de façon précise Ah, et pertinente. MJMT? Ça aurait pu fonctionner. Ça effectivement. peut formuler une demande d'information? Oui. Précise. Le qui est-ce? Non. Déduction, il y a du placement d'ouvriers quelque part, il y a des événements. Je vois Lucie qui me fait un clin d'œil, je pense que Lucie a trouvé. Tu as le droit de participer. J'ai pas le titre. Ah là là. Je Unconscious l'ai Mind? Non. Je suis J'y ai certain pas d'avoir joué. participé en plus au remplissage de cette fiche et c'est extrêmement frustrant. Je suis pas sûr d'y avoir Alors, joué. je choisis un jeu que vous connaissez, je pense. Tous. Mysterium? Non. Je chauffe avec cette typologie de jeu-là? Oui, parce qu'on est sur de la déduction. Un jeu de 2003. Ah, de 2003. La belle époque 2003. Meurtre à l'abbaye? Enquête meurtre à l'abbaye, ouais. Ouais. Oui, bravo. Ouais. C'est bien Meurtre à la Ouais, vie. Meurtre à l'abbaye. Oui, oui, bah, Et- c'est ça, c'était le qui est, c'est pas loin en fait. Qui est Cluedo. Ben oui, oui, Ouais. oui. En Il y a effet. eu une réédition de ce jeu l'année dernière. D'ailleurs, c'est Mystère à l'abbaye, parce que la première vrai. édition c'était Meurtre à l'abbaye, Oui. je crois, et la Pardon, deuxième j'ai dit, c'était. j'ai dit Meurtre. Pardon, Mystère. C'est Mystère, mais je crois que la première c'était Meurtre à l'abbaye et ils trouvaient ça un peu trop violent chez Days of Wonder. Donc, et là- jeu et là, de maintenant, Bruno c'est, Felici et Serge Lager. Baltrap, non, c'est. Les orgueils Ça mal tra- tapés. Laisse sur Euh, game à l'habit. Dernière petite question. Alors, j'avais prévu une compétence, mais en fait, puisqu'on parlait de contrario, peut-être que Benoît, tu pourrais nous dire une des. Par exemple, le jeu que tu m'as fait ce matin, l'expression que tu m'as fait ce matin, on doit retrouver. Ouais. Donc, Donc Contrario, donc c'est un jeu que j'ai découvert moi il y a assez longtemps. Et en fait, le principe de ce jeu, c'est on a une expression ou une phrase et il faut trouver ce qui se cache derrière cette phrase. Donc là, en l'occurrence, si je vous dis 0 portion ici, il va falloir trouver une émission de télé, soit en prenant des synonymes de chacun des mots, soit en prenant l'opposé de chacun des mots. Émission de télé. Émission de télé, 0 portion ici. waouh, on trouvé a là une bonne en réponse en coulisses. coulisses. Bravo. Donc, Nulle si vous n'avez pas part entendu, ailleurs. nulle part Nulle part ailleurs. ailleurs. 0, nul, Ah ouais. par portion. Ici ailleurs. Bravo Nicolas. Moi, c'est une découverte pour moi, ce jeu. C'est ton esprit contrariant. Ah oui, de contradiction, pardon. Je confonds. Oh, j'aime bien. On en a une autre. Après, Ouais. Ouais. j'amènerai le jeu même.
Donc nous, on va passer l'après-midi à faire ça. Donc peut-être une prochaine fois sur les jeux pour enfants qui Et ont bah ouais, un en plus là, potentiel, je pourrais en ramener quelques-uns parce que j'ai plus de jeux pour enfants que d'enfants. Oui. qui peuvent jouer avec. Qui- du coup. Voilà. Très bien. Et, Et bah, c'est une belle perspective. puis, ouais. On va réfléchir à tout ça. Merci à tous les trois. Merci Arthur Gatté, Lucie Tamboise, Nicolas Bonneau en régie. Merci Et Florie. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc mardi prochain. Ah, c'est les applaudissements. Je me dis, il y a quelqu'un qui fait une crise d'asthme. au secours. On nous lance des Au secours. applaudissements en régie. Ah. Rendez-vous donc mardi prochain de 13h à 14h. On se croirait presque sur RMC avec les trucs comme ça. Moi, je de la voudrais qu'il y ait chaîne des des films. buzzers. Les petites têtes. Et d'ici là, retrouvez-nous sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Très bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.